Salut à tous, comment ça va? Je vous l'avais promis que cette vidéo sortirait très rapidement. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, en fait cette vidéo fait suite à une autre vidéo qui s'affiche juste ici et dans laquelle je parle de Bangkok, d'Ayutthaya, de la Thaïlande du Nord, mais aussi de la Thaïlande en général. Alors si vous l'avez pas vue, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil avant de regarder celle-ci. En plus elle est super cool, on va parler de temples et tout, un truc de fou. En vrai c'est pas très grave, si vous êtes seulement intéressé par les îles paradisiaques du sud de la Thaïlande et quelques-uns des plus beaux parcs nationaux de tout le pays, vous pouvez rester sur cette vidéo, ça ne change rien si vous n'avez pas vu la première. Par contre, restez jusqu'à la fin, parce que c'est à ce moment-là que je vous parlerai de nos plus gros coups de cœur de toute la Thaïlande. Alors rappelez-vous, on s'était quitté au parc national de Khao Yai. Enfin pas tout à fait, on était d'ailleurs même pas encore entré dans le parc, qu'on avait déjà vu plein de trucs super avec Greenleaf Tour. Et dans la dernière vidéo, j'avais aussi complètement oublié de vous parler du super lézard qu'on a vu. Aucune idée de l'espèce que c'était, dans la nuit c'était pas évident à voir, mais il était magnifique, grand et coloré, un truc de dingue. Je vais beaucoup parler d'animaux pendant quelques minutes, alors si ça vous intéresse pas trop, vous pouvez avancer dans la vidéo pour aller voir directement les plages et les îles du sud. Bref, direction cette fois-ci le cœur du parc national. Donc il est un peu plus de 8h du matin, on vient d'arriver au parc national de Khao Yai. Donc aujourd'hui on est un petit groupe de 6-7 et on va rester dans le parc national jusqu'à 19h, donc ça va être trop bien, aller chercher les animaux dans la nature, aller voir une cascade et tout, plein d'autres choses, on verra les surprises. La première chose qu'on a vue, c'était des calaos bicornes en train de se régaler de fruits en haut d'un arbre au milieu d'immenses ruches. Les calaos sont des oiseaux de la famille des Bucerotidae, une famille assez diversifiée avec 15 genres et plus d'une cinquantaine d'espèces. Ils vivent en Asie et en Afrique et varient grandement en taille selon les espèces. Leur caractéristique principale est bien sûr leur très gros bec qui leur sert à combattre, à se lisser, à construire le nid et à attraper des proies. La nidification chez les calaos est aussi très intéressante. La femelle pond ses œufs dans un trou ou une crevasse, puis referme presque complètement le trou avec de la boue, des excréments, etc. Il y a juste une toute petite ouverture pour que le mâle puisse nourrir la femelle puis les petits. Par exemple, sur cette photo d'un calao festonné qu'on a vu un peu plus tard dans la journée, le mâle avec un cou rouge nourrit la femelle dans le trou qui a un cou bleu. Une fois que les petits seront assez grands, le mur sera brisé et tout le monde sortira. Les seuls calaos à ne pas adopter ce comportement sont les deux espèces de calaos terrestres, présentes en Afrique. Et dernière info sur ces oiseaux, oui, Zazu est un calao. Du coup, incroyable, on a vu... Oh yeah. Incroyable, on a vu toutes les espèces de calaos qu'on peut voir ici. Vous vous rappelez cette Fulgoridae qu'on avait vue la veille? Eh bien en voici une autre, super bien camouflée dans les fleurs blanches et qui saute comme une grenouille. Et voici une Nephila pilipes, de la taille de ma main. La femelle, de couleur noire et jaune, mesure jusqu'à 20 cm, c'est l'une des plus grandes araignées au monde, tandis que le mâle, de couleur brun-rouge, mesure pas plus de 20 mm. Et voici un scorpion géant d'Asie, un Heterometrus laoticus, qui peut mesurer jusqu'à 13 cm. Sa piqûre n'est pas mortelle, mais paralytique et très douloureuse. Puis on a eu de la chance de voir un dragon volant en pleine partie de séduction. Non, c'est bien un dragon volant, c'est un lézard arboricole qui mesure une vingtaine de centimètres et qui se nourrit de fourmis et de termites grâce à sa langue gluante. Il est doté d'une paire d'ailes qui sont en fait des côtes reliées entre elles par une membrane, ornée de motifs de couleur vive tandis que le reste du corps est gris. Elles lui permettent de planer sur des distances allant jusqu'à 30 mètres afin de se déplacer rapidement d'arbre en arbre. Au repos, les ailes des dragons volants sont repliées et ne se voient pas. Le mâle a un repli de peau sous la gorge de couleur jaune ou orange, la femelle a aussi un repli de peau sous la gorge, mais il est plus petit et de couleur bleue. Donc ce que vous voyez là, c'est un mâle et il est en train de montrer son beau patagium pour séduire toutes les femelles du coin. On a aussi eu beaucoup de chance de voir un couple d'Eurilem psychatin qui, malgré leurs cris aigus et forts, sont des oiseaux généralement discrets qui se cachent dans le feuillage des arbres. On a aussi entendu mais surtout vu des gibbons à main blanche, une espèce en danger d'extinction, et aussi une famille de chacals dorés. On a aussi observé un varan qui nageait paisiblement dans un cours d'eau, et on a même pu voir un dragon d'eau vert. Excellent nageur, au moindre danger, il plonge immédiatement dans l'eau. On vient de finir manger, on s'est rendu en direction d'une cascade. Enfin, ce qui reste d'une cascade parce que clairement on est pendant la saison fraîche. Donc il y a un très petit filet d'eau. Mais ça doit être assez impressionnant pendant la saison humide. C'est tellement gros et puissant que parfois il y a des éléphants qui glissent du haut de la cascade et qui s'écrasent en bas et qui meurent, ça arrive. Donc ouais, ça doit être vraiment un autre monde pendant la saison des pluies. Rappelez-vous, l'objectif ultime c'était de trouver des éléphants sauvages. Eh bien figurez-vous qu'on a cherché toute la journée sans rien voir. Mais sur le chemin du retour, on a eu une énorme surprise. Notre guide était en relation avec les rangers qui lui ont dit qu'il y avait 2 éléphants mâles qui avaient marché jusqu'à la frontière du parc national. Ni une ni deux, on a été sur place. La nuit était déjà tombée, mais on a pu les observer. 2 mâles reconnaissables à leur défense,
tranquillement en train de manger les feuilles d'un arbre. Incroyable. Décidément, on a eu une journée idéale. Encore merci du fond du cœur à Greenleaf Tour, et si vous voulez faire la même chose que nous avec eux, ce qu'on vous conseille vraiment, je vous mets tous les liens en description. Et maintenant, direction la Thaïlande du Sud, celle des îles paradisiaques et des eaux translucides à 30 degrés, mais aussi, on va pas se le cacher, des touristes et des prix bien plus élevés que dans le reste du pays. Mais la région est très très belle, il y a tellement d'îles à visiter et elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Mais mon conseil principal, c'est de n'en choisir que quelques-unes et d'en profiter un maximum. Ça sert à rien de courir dans tous les sens pour toutes les faire si ce n'est pas pour en profiter, et puis vous perdrez beaucoup de temps et d'argent dans les transferts entre les différentes îles. Voici une petite liste non exhaustive des îles qui valent le plus le coup selon moi. Koh Kood, proche du Cambodge, dans le golfe de Thaïlande, pour ses plages isolées, sa nature sauvage et son atmosphère paisible. Si vous voulez un peu plus d'activité et d'ambiance nocturne, vous pouvez aussi aller à Koh Chang, situé juste au-dessus. Koh Lanta, je vous en parle en détail juste après. Les îles Surin, un groupement de 5 îlots de la mer d'Andaman. Je les conseille pour ceux qui veulent faire de la plongée sous-marine et découvrir des plages d'un blanc immaculé et des jungles préservées. C'est un peu plus compliqué d'accès, mais j'aurais adoré y aller. Les îles de la baie de Phonganga, avec l'île de James Bond, Koh Tapu, la spectaculaire Koh Phanak et Koh Ong qui doit son nom à la présence d'un magnifique lagon, accessible uniquement via un étroit passage entre les falaises qui l'entourent. Malheureusement, toutes les trois sont très touristiques. Koh Lipe dans la mer d'Andaman, autrefois un paradis, maintenant c'est un peu moins le cas, mais les plages restent magnifiques. Koh Yaonoi semble être une très bonne option, l'île est assez grande, elle offre beaucoup d'activités, mais elle est bien moins fréquentée et bien plus préservée que Phuket qui est toute proche. Mais si vous cherchez encore plus de calme, allez à Koh Yaoye, sa voisine qui est plus grande et qui possède des plages isolées et des collines verdoyantes. Koh Tao au-dessus de Koh Samui dans le golfe de Thaïlande, parce que c'est une île mondialement connue pour ses spots de plongée sous-marine, et c'est une île très appréciée des petits budgets. Koh Adang parce qu'elle fait partie du parc national de Taru Tao, l'île est réputée pour ses plages immaculées, ses sentiers de randonnée et sa nature préservée. Et enfin les îles Phi Phi, ultra touristiques mais possédant des paysages emblématiques, peut-être les plus beaux de Thaïlande. Je rajouterai aussi toute la région de Krabi, alors je sais que c'est pas une île, mais elle possède quelques pépites à ne pas sous-estimer, et je vous en parlerai juste après. Pour notre part, nous avons décidé de nous rendre à Koh Samui et à Koh Lanta. On devait aussi aller à Koh Yaoye, mais on a préféré rester plus longtemps à Railay, qui, je vous le dis sans suspense, est notre gros coup de cœur, et on s'est aussi rendu à Ao Nang et dans la ville de Krabi. Commençons par une île particulièrement bien connue des Français depuis la célèbre émission qui porte le même nom, Koh Lanta. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'île elle est assez peu touristique et bien préservée. En fait, Koh Lanta ce n'est pas une île mais c'est un archipel, principalement composé de 2 îles, situées dans la mer d'Andaman. On a beaucoup apprécié Koh Lanta pour plusieurs raisons. Déjà, chacune des 2 îles est assez grande, ce qui fait que les paysages et les activités sont très diversifiés. Outre les plages paradisiaques, on peut aller découvrir des mangroves, faire du kayak, se perdre dans la jungle et explorer une grotte magnifique remplie de chauves-souris et très peu connue. Khao Mai Kayu Cave. Il faut bien 20 minutes de marche à travers la jungle pour y accéder, puis on descend dans un tout petit trou et on découvre de belles perspectives. La grotte est immense, parfois très étroite, et on doit même parfois ramper dans des trous de souris ou gravir des échelles en bambou pour avancer. Une très belle colonie de chauves-souris s'y est installée. Koh Lanta est aussi idéalement situé pour aller découvrir d'autres îles très connues et touristiques comme Koh Phi Phi ou des îlots isolés comme Ka'a et Karok. Mais on peut aussi faire des excursions en bateau pour faire du snorkeling et découvrir des endroits sublimes comme la grotte d'Émeraude, une lagune étincelante uniquement accessible en nageant dans une grotte sombre. D'ailleurs, l'excursion la plus connue au départ de Koh Lanta, c'est celle des 4 îles, et elle passe justement par la grotte d'Émeraude de Koh Muk, mais aussi Koh Ngai, Koh Chuak et Koh Kradan. Les paysages sont magnifiques, mais c'est blindé de monde comme on pourrait s'y attendre, et les fonds marins sont assez abîmés. Mais j'ai eu quand même la chance de voir une petite murène. Les plages de Koh Lanta sont elles-mêmes très belles et variées. Certaines bordent une sublime jungle, tandis que d'autres offrent des couchers de soleil inoubliables. Il y a tellement de plages sur les îles de Koh Lanta qu'elles sont souvent presque désertes, et ça c'est un gros plus pour la Thaïlande. La meilleure façon de profiter de Koh Lanta, c'est donc de louer un scooter pour être totalement libre. On a eu de la chance d'être à Koh Lanta pour fêter le nouvel an bouddhiste thaïlandais, Songkran, une fête traditionnelle pendant laquelle les Thaïlandais aspergent d'eau les Bouddhas, avec respect, mais aussi leurs amis et les membres de leur famille, avec un peu moins de respect. Aujourd'hui, Songkran donne lieu à de gigantesques batailles d'eau dans les rues, c'est particulièrement vrai à Chiang Mai. À Koh Lanta, c'était un peu plus soft, mais on y a eu droit aussi. De quoi bien se rafraîchir dans la bonne ambiance. En résumé, Koh Lanta peut être vu comme un archipel familial. Calme, paisible et agréable, avec une nature préservée et de nombreuses activités à portée de main. Un défaut tout de même selon moi, si la taille est un avantage, ça peut aussi être un inconvénient, car on perd un peu le côté île déserte paradisiaque.
Mais contrairement à beaucoup d'îles thaïlandaises, ici vous ne pouvez pas être déçus. C'est pas le paradis, mais c'est simplement très bien. La deuxième île sur notre liste était Koh Samui. Ce n'est pas la plus belle des îles thaïlandaises, mais elle a l'avantage d'être grande et idéalement située pour se rendre sur d'autres îles, particulièrement intéressantes comme Koh Tao, renommée pour ses spots de plongée, Koh Phangan, connue pour sa full moon party, ou encore Koh Matsum, l'île aux cochons. Mais pour notre part, nous nous sommes rendus à Koh Samui pour une toute autre raison. Nous avons été invités à découvrir l'un des sanctuaires pour éléphants les plus éthiques de Thaïlande, le Samui Elephant Sanctuary. Et on a adoré. Laissez-moi vous dire la triste vérité derrière les balades à dos d'éléphant. Pour accepter d'avoir des gens sur leur dos sans râler, les éléphants suivent une méthode d'apprentissage par anéantissement ou par écrasement, le Fajan. Les éléphants sont conditionnés à obéir rigoureusement au maout, utilisant un instrument pointu appelé les bull hooks. Cet outil sert à diriger l'éléphant, le forçant à marcher, à tourner ou à se retourner, sous la contrainte de cet objet associé à la crainte pour l'animal. Il est essentiel de noter que le dos de l'éléphant n'est pas conçu pour supporter un poids excessif, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, les éléphants sont grands, gros, mais dans la nature, ils n'ont pas besoin de porter des trucs sur leur dos. D'ailleurs, certains éléphants utilisés pour les balades touristiques développent de gros problèmes osseux, et certains meurent même durant les promenades. Et à partir du moment où il y a un risque que l'animal meure, je vous assure que les éléphants ne prennent pas du tout de plaisir dans ces soi-disant balades. Le Samui Elephant Sanctuary a été créé dans le but de fournir un environnement sûr et respectueux pour les éléphants, en mettant l'accent sur le bien-être, leur protection et leur conservation. Bien entendu, les 7 éléphantes du sanctuaire ont été sauvées de la maltraitance ou du travail forcé, ce ne sont pas des éléphants capturés dans la nature. D'ailleurs, le Samui Elephant Sanctuary a reçu des autorités thaïlandaises le prix du meilleur bien-être animal du pays. Mais si vous ne pouvez pas aller à Koh Samui, il existe de nombreux autres sanctuaires éthiques pour éléphants en Thaïlande, en voici une liste pour que vous puissiez choisir. Pour notre part, nous avons passé d'excellents moments avec les éléphantes. Donc là, je suis en train de préparer des boules de nourriture pour les éléphants. Donc dans celle-ci, c'est un mélange d'herbes, de tamarin, de riz, de sels minéraux et de nourriture protéinée pour éléphants aussi, pour pouvoir leur donner ensuite. Donc là, on est en train de donner les boules à cet éléphant avec des herbes. Tiens. Parce qu'elle a des problèmes de ventre. Donc elle ne doit pas manger de fruits et elle doit manger plus d'herbes. Alors là, on va préparer les sushis pour éléphants. On prend 2 feuilles de bananier, on les met avec les rainures dans le même sens. Puis on prend du riz avec de la coco. On en met au milieu. De bananes. Tac. Un peu de riz. Et après on prie. Et voilà. Et maintenant ça doit partir en cuisson pendant 2 heures dans de l'eau bouillante. Donc là on a 2 éléphants. T'en veux aussi? Tiens. Les 2 c'est des grands-mères, elles ont à peu près 60 ans. Ici on n'a pas de mâles parce que les mâles ils peuvent être assez dangereux pendant la saison de reproduction. Donc parmi les différences entre les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie, ici on voit sur la trompe il y a une seule lèvre pour les éléphants d'Asie, alors qu'il y en a 2 chez les éléphants d'Afrique. Autre différence bien sûr les oreilles qui sont beaucoup plus petites chez les éléphants d'Asie. Ensuite, dans les différences, on voit sur le sommet de la tête, il y a 2 bosses chez les éléphants d'Asie, alors qu'il n'y en a qu'une chez les éléphants d'Afrique. Le dos, il est assez droit chez les éléphants d'Asie. Oh, elle m'a mis un coup d'oreille. Alors que chez les éléphants d'Afrique, c'est bien plus concave. On a vraiment comme une vague sur le dos. Après, il y a d'autres différences, mais comme ça, là, il n'y en a aucune qui me vienne en tête. Puis c'est ma dernière banane, alors. À Koh Samui, on n'a pas fait que la visite du sanctuaire, on a aussi fait une excursion pour découvrir le parc marin d'Angtong. Le parc national d'Angtong est une véritable merveille naturelle, un archipel de 42 îles avec de magnifiques falaises calcaires émergeant de la mer. L'une des attractions phares du parc est le Koh Mae Ko, qui abrite le lac d'Émeraude, aussi appelé la mer intérieure ou encore le lagon bleu. Et on comprend pourquoi, c'est un magnifique lac d'eau salée, entouré par une majestueuse forêt tropicale et bordé par des falaises de calcaire. Le lac s'est formé dans le cratère d'un volcan éteint et il est relié à la mer par un tunnel souterrain. Le soir même, en rentrant, on a décidé d'assister à des matchs de boxe thaï. La boxe thaï est un sport passionnant autant par sa dimension sportive que par ses symboliques et ses traditions. Les boxeurs effectuent toujours des rituels avant le combat et les musiques traditionnelles, le sarama puis le flang muay, sont jouées. Les combats, au nombre de 8, étaient passionnants à voir et le niveau parfois excellent. Il y avait des combattants thaï mais aussi des combattants internationaux dont un français et un italien.
L'ambiance était au rendez-vous, on a beaucoup aimé cette soirée. Allez, on dit au revoir à Koh Samui pour rejoindre la province de Krabi. Située dans le sud de la Thaïlande, sur la côte d'Andaman, c'est une destination touristique populaire en raison de ses paysages à couper le souffle, de ses plages immaculées, de ses formations rocheuses impressionnantes et de ses nombreuses îles pittoresques. Mais la ville de Krabi en elle-même n'est pas très belle, c'est souvent juste un lieu de transition entre les différentes îles de la région. Pourtant, tant qu'on y est, ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de voir 2-3 petites choses. La première chose à voir sont les fameuses pinces de crabe de Khao Phanap Nam. Considérées comme le symbole de Krabi, Khao Phanap Nam sont 2 roches karstiques d'environ 100 mètres de haut, surplombant la mangrove et abritant des grottes avec des stalactites et des stalagmites magnifiques. La deuxième chose incontournable à faire à Krabi, c'est son marché de nuit, l'un de nos favoris de toute la Thaïlande. Et la troisième chose à voir à Krabi, c'est le temple du tigre. Offrant un panorama exceptionnel sur la région et la mer de Krabi, il vous faudra gravir pas moins de 1237 marches depuis un escalier étroit pour atteindre le sommet et admirer la vue. Marche 783. On avance, mais c'est long. Oui, 1237 marches, c'est vraiment beaucoup. À la base du temple, tout en bas de la falaise, il y a une grotte vénérée, portant le nom de grotte du tigre, qui a donné aussi son nom au temple du tigre. La légende raconte que dans le passé, un moine est venu prier dans la grotte. Pendant sa méditation, il aurait vu des tigres tourner autour de lui, ce qui expliquerait le nom donné à la grotte. Mais d'autres versions existent, comme celle racontant qu'un tigre énorme vivait dans la grotte, ou encore que la grotte doit son nom aux empreintes de pattes de tigre retrouvées sur les parois, ou encore même à la forme d'une partie de la grotte qui ressemblerait à une empreinte de pattes de tigre. À vous de choisir quelle version vous plaît le plus. Il y a plein d'autres choses à faire dans les environs de Krabi, comme par exemple faire un trail ou une randonnée sur l'arête du dragon, ou dans la forêt tropicale de Khao Phanom Bencha, ou encore faire du kayak sur le lac Miroir. Mais juste avant de prendre le bateau pour Railay, on a fait un cours de cuisine thaï à Smart Thai Cookery School. Donc on est actuellement à Thai Cookery School, c'est une école de cuisine pour apprendre la cuisine thaï qui est située à Ao Nang. Donc là il y a Jade qui est en train de faire la cuisine avec 2 autres américains. On va un peu voir comment ils se débrouillent. Ça sent bon. C'est quoi? La pâte de curry. Curry jaune. Je vous conseille vraiment d'essayer de faire de la cuisine ici, c'est trop cool. On apprend à faire des pâtes thaï, des rouleaux de printemps, des nems, de la pâte de curry, un sticky mango rice qui nous attend aussi, ça va être super bon. Et vu que je filme et je fais des photos, bah moi je dois pas faire la cuisine, par contre je vais pouvoir profiter et manger. Et ça sent bon, j'ai trop hâte. C'était vraiment trop bien comme moment, la prof était super sympa et les plats délicieux. Pareil, je vous mets le lien du cours de cuisine en description. On approche doucement de la fin de cette vidéo, alors comme prévu, il est temps de vous présenter notre coup de cœur de toute la Thaïlande, Railay. Bon, en vrai, il y a une petite surprise, il y aura un deuxième coup de cœur juste après Railay. Railay, ok, le nom c'est pas top, ça fait pas rêver et ça fait pas très thaïlandais, mais je vous promets que c'est un endroit complètement fou. C'est une petite péninsule située entre Krabi Town et Ao Nang, dans la province de Krabi. Elle est accessible uniquement par bateau du fait de ces hautes falaises calcaires qui l'isolent du continent. Ces falaises en font d'ailleurs un site d'escalade mondialement connu. Il n'y a pas de route sur la péninsule, seulement des sentiers pour les piétons, donc l'endroit est très calme et on sent vraiment l'ambiance île paradisiaque. Il y a 4 plages de sable blanc, dont la plage de Phra Nang, considérée comme étant l'une des plus belles plages du monde. Et on est tout à fait d'accord. Beaucoup de monde se rend à Railay pour découvrir ces merveilles naturelles, mais la grande majorité des touristes font un aller-retour à la journée, ce qui signifie que le matin et le soir, il n'y a pas grand monde dans ce lieu pourtant extraordinaire. Après, je vais pas vous le cacher, année après année, Railay devient la mode, parce que justement ça commence à se savoir que c'est l'une des plus belles destinations de Thaïlande. On devait y rester 2 jours avant de partir pour Koh Yao Ye, mais on a tellement aimé qu'on est resté 2 jours de plus et qu'on a laissé tomber Koh Yao Ye. Pour ceux qui aiment l'escalade, vous avez trouvé votre sanctuaire. Les plus grands grimpeurs du monde viennent s'entraîner et repousser leurs limites sur les spectaculaires falaises de Railay qui surplombent la mer ou la mangrove. Et pour les débutants, je vous conseille vraiment d'y prendre un cours d'escalade parce que c'est l'un des plus beaux endroits du monde pour en faire. Mais Railay, ce n'est pas que la plage et l'escalade. Bien que petite, la péninsule abrite 2-3 trésors cachés. Le premier est le bassin de la Princesse. C'est une lagune cachée au sein de la péninsule, entourée de toutes parts par des falaises grandioses. En fonction de la saison, de la météo et de la marée, c'est parfois un marécage, c'était le cas pour nous mais ça n'a en rien altéré la beauté du lieu, et parfois une lagune turquoise dans laquelle on peut faire du snorkeling. Mais alors, pourquoi la lagune n'est pas prise d'assaut par les touristes ?
Eh bien tout simplement parce que pour y accéder, il faut faire beaucoup de grimpettes. Et on a trouvé que le chemin valait encore plus la peine que le lagon. Il faut grimper, escalader, puis descendre en rappel à l'aide de cordes, le tout dans un décor digne de Jurassic Park. Et juste avant de prendre la direction de la lagune, faites un petit détour par le point de vue de Riley, c'est splendide. On est en train de grimper jusqu'au point de vue de Riley. Et pour monter, c'est un peu de l'escalade. Ça grimpe beaucoup et il faut s'aider à des cordes et tout. Mais c'est trop cool, nous on adore l'escalade. Alors Riley, c'est le paradis pour ça. On va aller faire un peu d'escalade aussi tout à l'heure. Mais pour l'instant, on grimpe un peu. Et on va aller voir aussi le lagoon de la princesse. J'ai hâte de vous montrer. C'est trop beau. Enfin, j'espère, mais en tout cas déjà, c'est magnifique. Riley, c'est vraiment un endroit magique. Trop stylé. Moi, je vais essayer de pas tomber et rejoindre. J'ai hâte qu'il est juste là. Ça valait clairement le coup de monter jusqu'ici. Déjà, la grimpe, c'était super drôle, mais la vue en haut, c'est magnifique. Vraiment trop bien. L'autre trésor secret de Riley, c'est la Batcave. L'ascension pour y accéder est plutôt technique, mais les aménagements faits de cordes et d'échelles sont pratiques et permettent de monter assez facilement. L'intérieur de la grotte est impressionnant car vous vous retrouvez directement au cœur d'une des falaises de calcaire. La grotte est immense et vous pourrez vous amuser à la visiter à la lampe torche, mais c'est surtout la vue depuis la Batcave qui est magnifique. Riley, c'est donc un vrai coup de cœur et on comprend pourquoi. Quelques merveilles naturelles isolées, des plages de toute beauté, pas de voiture, un environnement paradisiaque, des sentiers de randonnée magnifiques, un spot d'escalade de renom et une ambiance détendue. Quoi demander de plus? On peut même voir des langurs et des macaques un peu partout sur la péninsule. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur la faune d'Asie du Sud-Est et que vous aimez les animaux, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sanctuaire de LCTW au Laos, vous allez adorer. Depuis Riley, on peut aussi faire du kayak, des sorties en bateau, visiter la Diamond Cave, malheureusement payante, et faire un tour à la très insolite grotte de la princesse, qui abrite une collection faramineuse de phallus de toute taille et de toutes les couleurs. Voilà, on en a fini avec les plages paradisiaques du sud de la Thaïlande, mais ne partez pas encore. Il nous reste un endroit incroyable à visiter et donc à vous faire partager, le parc national de Khao Sok. Khao Sok abrite une jungle plus ancienne encore que la forêt amazonienne. Le parc abrite une biodiversité extrêmement riche et préservée. On peut même y trouver des Rafflesia, la plus grande fleur du monde, mais aussi des tapirs, des éléphants, des ours et des loris. On y trouve aussi l'un des plus beaux lacs du monde qui couvre plus de 20% du parc national de Khao Sok, le lac Choing Lan. L'histoire du lac est assez sombre, mais quel endroit! J'aurais bien aimé découvrir un tel lac, mais nous n'en avons pas eu l'occasion. Bref, le parc national de Khao Sok est un lieu unique au monde. On a été invité par Anorak Lodge pour découvrir le parc grâce aux nombreuses activités prévues. Bon là le prix il est pas tout à fait le même, mais il est justifié et vous allez voir pourquoi. Alors si vous avez les moyens, vous savez comment ça se passe, les liens sont en description. On a dormi dans des bungalows sur pilotis très cosy, au milieu des palmiers et d'un magnifique jardin. Bienvenue à Anorak, dans le parc national de Khao Sok, dans le sud de la Thaïlande. On a été invité ici pour passer 2 jours, donc ça va être génial. En plus, on a des activités de prévues. On va aller faire du bamboo rafting, on va aller préparer des plats dans la jungle, une espèce de cours de cuisine. Et surtout, on va aller voir des éléphants dans un sanctuaire. Le restaurant offre quant à lui le plus beau panorama qu'on ait jamais vu depuis les tables d'un restaurant. Regardez-moi ça. En une seule journée, on a eu un changement de temps impressionnant et donc 3 ambiances bien différentes. Et on y mange en plus super bien. Bon, première activité du programme. Balade en radeau sur une rivière aux méandres lents, surplombée par la jungle luxuriante. On a même fait un arrêt près d'une très belle grotte pour préparer du thé et du café dans une tige en bambou plantée dans un feu de camp. Le soir même, pendant la tempête, on a appris à faire un repas préparé uniquement avec les matériaux trouvés dans la jungle. On a réutilisé la technique du bambou pour cuire du tofu au curry et au lait de coco, une soupe de petits légumes, une soupe tom yum avec des champignons, des tomates, du tofu, des oignons, etc., des petits tempuras de légumes et on a enveloppé le riz dans des feuilles de bananier pour le faire cuire. On a aidé à préparer le meilleur repas qu'on ait mangé en Thaïlande. Ouah, comment c'était bon, j'en salive encore. Et tellement copieux en plus, on a fini les restes le lendemain, c'était un vrai régal. Le soir même, déterminé à profiter au maximum de la nature thaïlandaise avant notre retour en France, Jade et moi nous avons sorti nos lampes torches et nous avons pris la direction de la jungle pour aller chercher et photographier tous les animaux que nous pourrions trouver. Cette exploration nocturne s'est révélée très fructueuse. On a trouvé très rapidement une très belle grenouille arboricole, puis de nombreux scorpions, dont un en train de dévorer une blatte. On a attrapé un petit crapaud et photographié de très grandes araignées et de nombreux mille-pattes impressionnants, dont l'un qui possède une morsure venimeuse extrêmement douloureuse. Heureusement, on s'est pas fait mordre.
Jade a repéré au sein des arbres un oiseau de la famille des faisans, tranquillement camouflé pour passer la nuit, et juste après je suis tombé sur un magnifique gecko toqué. Mais le Graal, c'était de tomber sur un serpent. Et Jade a eu l'œil après 3 heures intensives de recherche, elle a repéré un magnifique Dendrelaphis cyanocloris, l'un des serpents que je voulais le plus voir en Thaïlande. Regardez comme il est beau. Complètement arboricole et inoffensif, c'est normalement un serpent diurne, extrêmement rapide et agile, qui chasse les grenouilles et les lézards. Quand il se sent menacé, ce serpent gonfle son cou, révélant la peau entre ses écailles. Une peau bleue, magnifique, mais qui est censée faire peur aux potentiels prédateurs. Quel bonheur d'avoir pu le contempler. Après une bonne nuit de sommeil, on s'est réveillé pour la dernière surprise de notre séjour en Thaïlande, et pas des moindres. Je suis tout excité, on va aller voir les éléphants dans un sanctuaire aujourd'hui. Donc on a déjà vu à Koh Samui, mais du coup c'est toujours un plaisir d'aller les voir. Donc ça va être trop bien. L'équipe d'Anourak nous a emmené voir 2 éléphantes rescapées de l'exploitation forestière. Nous les avons nourries, nous avons marché avec elles et surtout nous avons aidé leurs soigneurs à les laver et à les frotter dans la rivière. Elles ont adoré ça, utilisant leur trompe comme un tuba pour respirer. Comme tous les mammifères, les éléphants ils peuvent développer rapidement des problèmes de peau s'ils ne sont pas lavés régulièrement. Donc là c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de frotter toute la crasse, etc. qui s'est formée pendant la journée. Et c'est drôle, vu qu'ils respirent soit avec la bouche, soit avec le nez, et le nez c'est la trompe, ils sont entièrement dans l'eau, il y a juste la trompe qui sort de temps en temps pour respirer. Et sinon elles sont en apnée, c'est trop mignon. Être aussi proche d'un tel animal, pouvoir s'en occuper, le toucher et le regarder, c'est une vraie chance. Une chance que vous aussi vous pourrez avoir en séjournant à Anourak, alors allez checker tous les liens en description. Et pour notre part, on remercie très chaleureusement toute l'équipe d'Anourak de nous avoir accueillis et on leur est éternellement reconnaissant. Mais voilà, après cette dernière matinée émouvante, il est temps pour nous de rentrer à Bangkok pour prendre notre vol direction la France. Ça m'a vraiment fait quelque chose de me replonger dans tous ces souvenirs, j'ai adoré la Thaïlande et je pense que ça s'est vu. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant un commentaire et un pouce bleu. Ça ne vous coûte rien et pour nous, c'est très important. Mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour nous envoyer de la force et ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, on va bientôt lancer une nouvelle série qui va s'appeler Récits d'aventure ou quelque chose comme ça. J'espère que ça vous plaira. En attendant, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!